Bien, on est de retour sur la chaîne C'est ça le catch pour ce qu'est-ce qui s'est passé à WWE Crown 2024 qui s'est tenu dans la soirée du samedi 2 novembre depuis la ville de Riyad en Arabie Saoudite. Je m'excuse par avance si ma voix n'est pas des plus harmonieuses parce que oui, j'ai été très occupé ces 4-5 derniers jours. Car il est vrai que depuis ces quelques dernières semaines, je suis plutôt très actif dans le circuit du catch français. Et qu'évidemment, il s'y passe des sacrées dingueries, hein. Oui, il s'y passe des dingueries. Entre jeudi soir, le concert de Monsieur Joe Hendry, d'une after avec un karaoké improvisé où vous avez donné de la voix, et moi aussi. Il y a des gens qui étaient là au karaoké? Ouais. Si je vous fais I want to run. Il n'y avait pas beaucoup de monde à ton karaoké. Du vendredi soir lors de Friday Night Banger où j'ai dû arbitrer le main event entre Leon Slater et Zach Patterson. J'avais rien demandé, c'est... C'est Leon Slater, il a appelé Michel. Mais il n'y avait pas Michel, alors j'ai pas voulu vous décevoir. Puis ça s'est terminé samedi soir à BZW Alcatraz. Vous étiez plus de 700, vous étiez chaud bouillant, on pourrait même dire chaud patate. Pour certainement l'un des meilleurs shows auxquels j'ai assisté en cette année 2024. Et en plus de ça, je l'ai commenté. Ça sera bien évidemment à retrouver d'ici quelques jours sur le BZW+. Et mon actualité catchesque pour 2024 ne s'arrête toujours pas puisque j'ai peut-être d'autres apparitions prévues, vous le découvrirez du côté de l'APC, du côté de Rix Catch, du côté de CACC. Je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir donner de la force dans les salles de catch en France. Et c'est, je vous le cache pas, vous le savez très bien, mon objectif. Merci énormément pour votre force, merci pour votre énergie. Et avec tout ça, bah oui, je rate des dingueries. Sturi, quand est-ce que tu reprends les récaps, les Raw récaps, les SmackDown récaps? Quand est-ce que tu nous reparles d'AEW Dynamite? Quand est-ce que tu reviens en live sur Twitch? Parce que là, oui, je rate plein de trucs et bah, j'ai raté une triste nouvelle qu'on va aborder tout de suite. Là maintenant, nouvelle vague de licenciement à la WWE. Bah oui, Crown Jewel, ça attendra. Non, là, il y a des affaires, c'est grave. Deux noms de la division féminine de SmackDown. Tegan Nox. Malheureusement, elle a jamais eu beaucoup de chance. Elle s'est souvent blessée à la WWE et elle a jamais été véritablement très considérée dans les plans créatifs. Il y a eu une petite route plutôt sympa qui l'avait amenée à une défense de titre de Becky Lynch. C'était pour le championnat NXT. Mais depuis, bah ouais, à part avoir éliminé Natalia au Royal Rumble, il n'y a pas eu grand chose. Un autre nom assez surprenant ma foi, c'est celui de Indi Hartwell, ancienne championne NXT, partenaire de Candice LeRae, des moments inoubliables dans cette romance aux côtés de Dexter Lumis. Et malheureusement, Candice LeRae étant désormais la championne WWE Speed, probablement que WWE n'avait plus de plan créatif pour la catcheuse australienne. J'espère du fond de mon cœur et pour Indi Hartwell et pour Tegan Nox qui redeviendra probablement Nixon Newell, le meilleur sur le circuit indépendant. Et dans la suite de tous leurs projets, elles sont toutes les deux soumises à une clause de non-compétition pendant 90 jours, ce qui n'est pas le cas du nom suivant et c'est un déchirement, je ne vous le cache pas. Oui, je suis triste, je suis profondément triste. Je peux pas dire que je suis outré, je peux pas vous dire que je suis en colère, je suis triste pour, oui, Baron Corbin, pour qui WWE n'a pas prolongé le contrat. Il est arrivé à expiration ce 31 octobre 2024 et depuis le 1er novembre, Baron Corbin est officiellement free agent et pourrait apparaître là où il le souhaite. Voilà, dès maintenant, dès à présent. Alors avant de faire des plans sur la comète pour la suite de la carrière de Baron Corbin, on a une pensée bien évidemment émue pour ce qui s'est passé avec la connexion improbable avec la France. Le souvenir impérissable de ce WWE Live Event de Paris en 2023, de son nom qui a continué à être scandé lors de la venue de WWE pour le week-end de Backlash, des 10 années de carrière qui ont précédé, de sa reconstruction du côté de NXT, des titres par équipe qu'il avait obtenus avec Braun Breaker. Baron Corbin a terminé à la télévision aux côtés d'Apollo Crews, une équipe qui a pas forcément bien pris. On sentait qu'ils étaient là pour mettre over d'autres talents. Alors oui, c'est crève-cœur parce que l'affect pour Baron Corbin, vous le savez,
savez à quel point il me tient à cœur, il tient à cœur aussi à beaucoup d'entre vous, je le sais. À l'heure où on se parle, et avant de faire des plans sur la comète, pour l'instant, Baron Corbin n'a pas indiqué s'il allait poursuivre sa carrière dans le monde du catch ou non. C'est avant toute chose une décision qui lui appartient, et il aurait bien raison de profiter tout simplement de sa vie d'après, hein, en dehors des rings. Mais si jamais il veut poursuivre sa carrière sur le circuit indépendant, voire dans d'autres grosses promotions, vous savez très bien qu'on poussera énormément avec toutes les structures françaises avec lesquelles je suis amené des fois à collaborer pour le faire venir sur notre pays et profiter une bonne fois pour toutes de lui remettre la pop qu'il mérite. Baron Corbin, merci pour toutes ces années qu'on t'ait adoré, qu'on t'ait détesté. Pincement au cœur, certes, mais les souvenirs en tout cas resteront éternels dans nos mémoires. Bien, sans transition aucune, allez, on prend la direction de l'Arabie Saoudite. Vous avez vu encore, il y a eu une longue introduction. 7 combats en Arabie Saoudite pour un pay-per-view qui a duré un peu plus de 3 heures. J'ai vu qu'encore une fois, ça a pas mal été débattu sur les réseaux sociaux. Au milieu de tout ça, il y avait assez peu de catch, à peu près 1h30 de combat. Ce qui en réalité est pas si déconnant quand on prend la moyenne des autres durées de combat d'anciens PLE WWE. Il y a eu en effet des rencontres assez courtes, 4 combats entre 8 et 12 minutes, le combat de la Bloodline qui a duré à peine 16, et la partie catch était véritablement réservée à ce main event qui allait opposer Cody Rhodes à Gunther pour déterminer le first ever Crown Jewel Champion avec cette ceinture massive qui restera en Arabie Saoudite. Ça, ils l'ont dit. Ah oui, ça va rester en Arabie Saoudite. Et ils vont foutre la ceinture pour les hommes et pour les femmes dans leur espèce de musée là qui s'appelle le WWE Experience, là aussi en Arabie Saoudite. Et autant le dire tout de suite, entre chaque combat, il y a eu encore une fois beaucoup de promotion ou de propagande, je ne sais pas, pour l'Arabie Saoudite. Venez y voir comment c'est bien, voilà, activité touristique, des parcs d'attractions. Pas de changement là-dessus, on sait que le deal courra jusqu'en 2027, mais à mon avis, WWE va prolonger le deal, hein, bien sûr, vous avez vu tout l'argent que ça leur ramène. Donc les ceintures resteront sur place et on donnera aux vainqueurs des bagues, voilà, ils vont leur donner une bague. Ah, alors, plus facile à trimballer une bague dans son sac, enfin, c'est une petite chevalière, voilà, pour féliciter, voilà, les accomplissements de ce qui deviendra désormais un rendez-vous annuel du côté de Crown Jewel. Voilà, Triple H, il l'a dit, chaque année, ça sera champion contre champion, on remet une bague. Et une grosse ceinture, voilà, qu'on exposera. Voilà, c'est pas mal, Allez, le premier match de la soirée, on va tout de suite commencer avec le choc, la nouvelle Bloodline contre l'ancienne Bloodline. Arrivé au ring de Tama Tonga, de Tonga Loa, de Solo Sikoa et de Jacob Fatu. Tonga Loa, lui, va regarder ça depuis l'extérieur, hein, c'est donc bien un 3v3, hein, et pas un 4v3 comme le visuel nous le laissait sous-entendre. Face à eux, l'équipe composée de Roman Reigns et de Jimmy Uso qui vont faire leur entrée ensemble. Bel accueil, évidemment, pour Roman Reigns en Arabie Saoudite. On reprend un peu les codes de l'entrée de la Bloodline originelle avec le doigt levé. Et Jey Uso qui va faire son entrée à part. Pour l'instant, la confiance, elle semble être retrouvée entre les deux frères, hein, Jimmy et Jey. Avec Roman Reigns, on tolère qu'on a des ennemis en commun. Il y a eu cette petite scène de réconciliation avec la poste du côté de SmackDown, ça c'était très joli. Mais on voit pendant l'entrée de Jey Uso, très acclamé par le public, que ça le gratte un peu Roman Reigns. Ah, ça le démange, là, il se dit, quand même, là, c'est over, là, c'est un choix très pertinent de la part de WWE d'avoir fait rentrer Jey Uso après Roman Reigns. On a senti que les énergies étaient assez différentes et ça donnera un véritable ton très intéressant pour le combat qui va nous être raconté. T'as vu, c'est bien le catch, parce qu'on dit le combat il va être raconté et pas il va être disputé, c'est le catch, c'est le cinéma. Bon, évidemment, la première partie du combat, c'est Jey, Jimmy Uso qui se retrouvent, qui combinent en équipe, la nostalgie, et quand il y a un tag à un moment donné qui doit être fait entre Jey et Roman Reigns, Jey, il préfère taguer avec Jimmy. Comme ça, on pose bien le climat contre Jey Uso et Roman Reigns, c'est pas encore totalement rabiboché cette affaire. On n'a absolument pas besoin d'en faire des caisses, tout le monde est over, le public réagit très très bien, pas de prise de risque. On garde Roman Reigns à l'écart qui va finalement recevoir le hot tag en provenance de Jey Uso. Règlement de compte attendu entre Solo Sikoa d'un côté, Roman Reigns de l'autre. Roman Reigns va bien évidemment prendre l'avantage, porter son Superman Punch. Et alors qu'il avait poussé son hurlement avant d'aller porter sa spear, il se fait contrer par un Samoan Spike. Et Jimmy Uso va rater le save. Il rate le save et de ce fait l'arbitre compte
3. Bon, en fait, non, il va compter 2. C'est juste que Roman Reigns, il a pas relevé l'épaule. Un petit loupé, c'est pas si grave. On a bien compris les attentions et les commentateurs ont bien rattrapé l'histoire. On enchaîne avec une séquence qui va impliquer tout le monde. Il y a des super kicks de Jey Uso. Il y a surtout Jacob Fatu qui fait un ménage dantesque. Roman Reigns qui va réussir un comeback, mais qui va se laisser distraire à un moment donné par Tanga Loa qui va tenter d'intervenir. C'est la microseconde qui va faire la différence puisque derrière, Jacob Fatu. Ou encore une fois, on peut le dire, c'est Jacob fait tout. Il va enchaîner des Elevated DDT, des plongeons à l'extérieur, des saltos arrière. Et Solo Sikoa avait donc bien Roman Reigns à sa merci pour lui porter 2 Samoan Spike et plus personne ne peut venir casser le tombé. Et oui, Roman Reigns va perdre le match, prendre le pin. Je peux pas dire clean parce que il y a une toute petite et subtile intervention de Tanga Loa à un moment. Mais c'est une victoire forte et décisive, celle dont on avait besoin côté Solo Sikoa et ça fait du bien. Il y a un aftermatch bien sûr, mais je vais venir dans un instant. Je suis très content que ce match ait eu lieu en opener en Arabie Saoudite pour vraiment afficher les petites tensions qui restent présentes entre Roman Reigns et Jey Uso. Il y avait ce côté curiosité, ça va rajouter un peu de piment dans la construction des Wargames qui va être le prochain objectif. Et dans l'aftermatch, la Bloodline 2.0 elle a voulu continuer son assaut, passer Roman Reigns à tabac, Jey Uso est venu faire le save, Jimmy également. Mais c'est surtout Sami Zayn, et oui, la musique de Sami Zayn, énorme pop évidemment en Arabie Saoudite. Sami Zayn, qui était peut-être sur le point de prendre Solo Sikoa dans ses bras, va au moment de l'entrainte l'envoyer avec une Exploder Suplex et partir en 4v1, gros courage. Roman Reigns, Jimmy et Jey viennent à son secours, Solo Sikoa il se retrouve isolé entre, la Bloodline originelle, hein, avec Sami Zayn qui est avec eux, tout ça, incroyable. Et évidemment, on s'est pas concerté sur comment on allait attaquer en sandwich ce bon vieux Solo Sikoa. Roman Reigns et Sami Zayn, ils ont décidé d'avoir la même idée en même temps. Attaquer Solo Sikoa avec un Superman Punch d'un côté, une Big Boot de l'autre, et il y a eu collision entre Roman Reigns et Sami Zayn. Solo Sikoa, bien malin, il a réussi à s'enfuir, et Sami Zayn, il était assez embarrassé, il s'est fait engueuler par Jimmy. Jey Uso, il a pris sa défense, Sami Zayn, il est pas vraiment bien réintégré. Roman Reigns, il a dû se demander ce que foutait là Sami Zayn, et on a un terreau totalement fertile pour pouvoir nous écrire dans les weekly à venir toute la nouvelle histoire de cette Bloodline. Voilà, moi j'ai un peu l'impression qu'on revit un peu cette grande époque de la NWO qui pour garder le contrôle a dû se séparer, il y avait une NWO blanche, une NWO rouge, et là les Samoans de ce fait ils font leur NWO, ils se séparent, ils se rabibochent, et de ce fait ils trustent les grosses affiches à la WWE tout simplement, voilà, ils main eventeront très probablement Wargames à la fin du mois. J'ai trouvé ça correct, la bonne équipe a gagné, Roman Reigns n'est pas revenu à 100% de sa forme, hâte bien évidemment de découvrir la suite et hâte de voir comment tout ce beau monde va se réconcilier, hein, parce que ça va être ça l'histoire, ils vont se réconcilier, incroyable. Avant de passer au combat Fatal 4-Way pour les championnats par équipe, on a eu 2 petites sit-down interviews avec Gunther et Cody Rhodes. On fait grimper la hype sur le point de vue compétitif uniquement, parce qu'il n'y a pas de mauvais mots entre les uns et les autres. Quel titre est le plus fort? Qui est au sommet de la WWE? Je trouvais que ce petit teaser était très efficace. Il y en aura un autre bien évidemment juste avant le main event. Et sans transition aucune, on enchaîne avec l'entrée de Damage Control, avec assez peu de réactions malheureusement. Celle des métaphores qui est vraiment très cool, Lashley Jones et Jakara Jackson qui pour la première fois vont combattre dans un PLE de WWE. Arrive ensuite l'atout divertissement de Chelsea Green et de Piper Niven, et enfin les championnes par équipe Bianca Belair et Jade Cargill. Le flow est impeccable, le star power est bien évidemment présent. 12 minutes de match, c'était un condensé plutôt correct. On a eu le droit à une très bonne première séquence entre Bianca Belair et Io Sky qui ont véritablement une très bonne chimie. On a hâte de les revoir se raffronter dans d'autres circonstances, d'autres combats 1v1. Il y a eu également une construction très intéressante entre Lashley Jones d'un côté et Jade Cargill. On a ces 2 femmes qui sont colossales. Un clash de titans qui peut être très anticipé. Je serais très intéressé de voir ce match. Je trouve que Lashley Jones n'a fait aucune fausse note sur ce combat. Je souligne également les gros progrès de Jakara Jackson. C'était pas mal non plus. Jade Cargill, elle a toujours encore quelques petits problèmes de placement. Ça s'est repéré à quelques endroits. Io Sky, la malheureuse, elle a malheureusement encore tenté des fois des choses un petit peu trop ambitieuses. Et évidemment, gros coulos pour la comédie avec Chelsea Green et Piper Niven. C'est très efficace, ça garde le public investi et au final on fait gagner Bianca Belair et Jade Cargill avec la grosse clothesline sur le Doomsday Device de Bianca. 1, 2, 3 est toujours championne par équipe Jade Cargill et Bianca Belair. Il va falloir aller chercher je pense de la nouvelle compétition par équipe pour continuer d'occuper les 2 femmes avant le split qu'on envisage déjà depuis même avant qu'elles se soient formées. C'est la finalité, on le sait.
À partir de là, on peut sortir les gros clips de feud, les amis. À chaque fois, les clips de feud, ils durent 3 minutes 30. On a rappelé, bien évidemment, tout le beef entre Seth Rollins et Bronson Reed. Un match qu'on attendait pas mal. Bah, on l'a attendu pas mal, mais on l'attendait peut-être pas comme ça. Alors, c'est bien que WWE soit en dehors des États-Unis parce que les plans au drone pour l'entrée de Bronson Reed me régalent tellement. Bronson Reed, en plus d'être ce monstre destructeur, il est tellement cool. Il a fait une petite ref au rappeur MF Doom. C'est plutôt cool. Et la violence va être au rendez-vous puisque Seth Rollins ne va pas attendre que Bronson Reed soit arrivé dans le ring. On va déjà s'en foutre plein la gueule à l'extérieur du ring. On va y passer un petit peu de temps. Bronson Reed va prendre l'avantage. Le combat va commencer après cette première petite bagarre. Et très vite, Bronson Reed va réussir à passer un premier tsunami. Le deuxième va être esquivé. Seth Rollins va porter son stomp pour un compte de 2. Ça donne tout de suite le climat et ça pouvait aussi peut-être justifier que ce match n'allait finalement pas durer aussi longtemps qu'on l'espérait. Bilan des courses, 12 minutes 20. Plutôt une bonne chimie entre les deux, et il va falloir un finish plutôt overkill pour Seth Rollins pour venir à bout de Bronson Reed. Ça va partir d'un stomp porté à l'extérieur du ring sur un escalier d'acier. D'ailleurs, Bronson Reed, c'est peut-être la seule fausse note du match qui a voulu attaquer Seth Rollins avec un escalier, il se serait fait disqualifier. Il s'est fait contrer, ça s'est retourné contre lui, et Bronson Reed, en chutant justement sur le stomp sur l'escalier d'acier, s'est ouvert l'arcade. Et ensuite, il s'est mangé un nouveau stomp dans le ring, un stomp depuis la 3e corde, Seth Rollins l'a emporté, et cette image finale où Bronson Reed s'est relevé avec cette arcade pétée, le sang qui coulait sur son visage, c'était particulièrement badass. Et en quelque sorte, ça va, Bronson Reed qui perd le combat, reste assez protégé. Alors, sera-t-il assez protégé pour écrire correctement sa suite? Ça, c'est uniquement les weekly à venir qui pourront nous le dire. J'aimerais bien en revanche qu'ils aient, bah ouais, justement, une revanche en Premium Live Event et pourquoi pas du côté de Vancouver pour les Survivor Series. Ça fait donc 1-0 pour Seth Rollins. Bronson Reed n'a pas dit son dernier mot, un bon petit moment. Et on enchaîne avec, eh oui, le premier championnat Crown défendu sur cette carte en Arabie Saoudite. Liv Morgan contre Nia Jax. On nous a bien précisé, on nous a remontré des images. Rhea Ripley, elle pourra pas être là parce que elle s'est fait attaquer par Liv Morgan et Raquel Rodriguez du côté de NXT. Et elle a des os dans le crâne qui sont pétés. Voilà, donc si elle a des os dans le crâne qui sont pétés, attendez-vous pas à la voir intervenir dans le combat. Liv Morgan, elle vient seule au ring. Nia Jax, elle vient seule au ring. Incroyable animation 3D avec des chameaux. Voilà, des chameaux qui traînent la ceinture. C'est magnifique. C'est Michel, ça. C'est Michel. Moi, je crois que c'est Michel. On salue Michel. D'ailleurs, il interviendra sur cette chaîne pour nous dire comment il a réalisé ses effets spéciaux. Non, je déconne. Tout le monde s'en fout, Michel, de vos effets spéciaux et vous manquez absolument à personne. Liv Morgan contre Nia Jax, on s'attendait à de l'overbooking, et ben on a eu de l'overbooking. Et c'est même arrivé très vite après une sunset flip powerbomb pas forcément très jolie de Liv Morgan sur Nia Jax. Tiffany Stratton, elle a dit allez, c'est Tiffy time, on est parti. Et on est parti au moment où Nia Jax était en difficulté. Alors ça y est, Tiffany Stratton, elle veut encaisser sa mallette. Nia Jax, elle lui dit tu fais quoi meuf? Ça veut dire que Nia Jax, qui est quand même tombée sur la nuque, elle s'est remise sur pied plus vite que Liv Morgan qui est toujours au centre du ring. Donc Nia, elle a dit à Tiffy, c'est pas Tiffy time, là je continue le travail. Liv Morgan, elle a réussi à faire des comebacks. Raquel Rodriguez, elle a intervenu pour empêcher Tiffany Stratton d'intervenir. Dominic Mysterio, il a popé comme par magie. Et en réalité, on a reproduit le spot des grosses victoires de Liv Morgan dans ses précédents affrontements. Dominic Mysterio, il a passé la mallette de Tiffany Stratton à Liv Morgan, il a été distraire l'arbitre. Et Liv Morgan, elle a profité de cette supercherie pour aller porter son Oblivion et remporter la victoire sur Nia Jax en 8 minutes 15. Alors une gruge, grosse comme une maison, félicitations cependant à Liv Morgan qui devient la première championne Crown voilà, de l'histoire. Et il y a Triple H qui arrive derrière pour évidemment le protocole, remettre la ceinture qui fait la taille de Liv Morgan. Et en fait moi il y a un truc qui me fume dans tout ça parce que Triple H, il arrivait vite quand même après le match. Il vient de se passer une injustice terrible dans ce combat et tout le monde s'en fout, tu vois, c'est ça le catch après tout. Bah ouais, bravo Liv Morgan, tu l'as mérité ton titre, il y a de l'émotion, alors que c'est une giga gruge quoi. Ça du temps où Michel Beaujolais il s'occupait de la VAR, de l'arbitrage. Moi je vous le dis, ça serait jamais arrivé, Michel, il y a toujours pas Michel. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était assez décevant. J'ai trouvé que la construction weekly était plutôt cool. On est arrivé sur un truc qui est tombé un peu à plat. Je dis pas que Liv Morgan n'était pas la bonne personne pour remporter la victoire, c'est plutôt un acte très bien pour la consolider. Ça mettra du rififi dans l'air entre Tiffany Stratton et Nia Jax, et c'est évidemment ce dont on a besoin pour construire leur rivalité du côté de SmackDown.
Allez, prochain combat et gros clip de feud là aussi, Randy Orton contre Kevin Owens. J'ai trouvé le clip très bien foutu parce que à aucun moment j'ai l'impression que Kevin Owens c'est le méchant dans cette histoire. Ça a été souligné, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait de weekly recap, mais par l'excellente promo de Triple H qui a bien expliqué à Randy Orton que l'attitude de ce dernier et de Cody Rhodes, Kevin Owens il s'est senti trahi. Kevin Owens qui a rappelé à Randy Orton qu'il a préféré défendre Cody Rhodes que lui alors qu'ils avaient passé des bons moments, ça l'a déçu. Et dans un registre différent du Bronson Reed et Seth Rollins qui avaient des gros comptes à régler, cette fois-ci on a laissé tout le monde faire son entrée. Un Kevin Owens qui va bien évidemment narguer Randy Orton avec un t-shirt à l'effigie de son papa, pas du papa de Kevin Owens mais celui de Randy Orton. Randy Orton qui va faire sa longue entrée de Milan jusqu'au bout les amis, avec un public en Arabie Saoudite, ça on peut pas leur reprocher, qui était chaud bouillant et qui a chanté le thème de Randy Orton, c'est très bien, on leur a mis les compteurs de décibels, incroyable. La France reste le public le plus chaud bouillant en revanche parce que même Cody Rhodes il l'a dit sur une interview il y a pas longtemps, donc on se calme. D'ailleurs la France là, Triple H, qu'est-ce qui se passe là? On annonce une tournée européenne pour la route de WrestleMania, il y a pas une seule date annoncée en France. Bon alors, mais c'est quoi ça? Ça fait l'Espagne, ça fait l'Italie, ça revient à Bruxelles, il y a un monde des 3 à Bruxelles les amis. Mais la France, on a rien, bah alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais mais qu'est-ce que vous voulez? Ils nous prennent Baron Corbin, ils nous mettent pas de date en France, Michel on sait plus ce qu'il fait. C'est pas sérieux WWE là, on fait quoi là? Et le combat là, Randy Orton contre Kevin Owens, bah ça va jamais démarrer. C'était ingérable, on s'est battu avant la cloche, il y a Kevin Owens qui a attaqué Randy Orton pendant qu'il faisait sa pause, là comme ça, bah ouais, la belle pause de Randy Orton, on n'ira pas jusqu'au bout. L'arbitre il a essayé de s'interposer, il s'est mangé un stunner, voilà. Allez, aussi direct que ça. On a amené de la sécurité qui a rien pu faire, on a amené des arbitres, on a amené des officiels, on a amené Adam Pearce et Nick Aldis, et ce pauvre Adam Pearce il s'est mangé un RKO de la part de Randy Orton. Aïe, oula. Là il risque d'y avoir des conséquences, hein, si Randy Orton qui est un catcheur de SmackDown, il s'en prend au General Manager de Raw. Nick Aldis il a rien fait pour défendre Adam Pearce, hein, ça sera de bonne guerre. Et ils ont été se battre dans le public, Kevin Owens il a porté un splash sur Randy Orton à travers des tables. Et le segment s'est arrêté là, on est parti sur un clip promotionnel de je sais pas quoi, on nous a remontré des images et LA Knight, était parti là pour défendre son championnat des États-Unis contre Carmelo Hayes et Andrade. Bon, là c'était, comme on le dit dans la promotion voisine, c'était de l'action totale non-stop. C'était exactement ce qui était à prévoir, hein, où ça allait très bien combiner, on le savait déjà, entre Andrade et Carmelo, hein, qui se sont affrontés déjà 1 milliard de fois. LA Knight, il a toujours su trouver sa place, il a des super pop, il a des grosses réactions à chaque fois qu'il porte une offense. À part un petit loupé où LA Knight, il voulait atterrir sur la 3ème corde, il a atterri l'entrejambe sur la 3ème corde, ah bah, c'est pas banal ça. On a eu des combinaisons uniques, on a eu un Canadian Destroyer, on a eu des contres de toute beauté, Andrade, Carmelo Hayes, il n'y a rien à rejeter de leur catch, et le finish était assez original, il est arrivé de manière un peu soudaine. Une réaction en chaîne qui a créé un double BFT, et LA Knight, restera le champion des États-Unis. À 9 minutes 10, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais le public est toujours resté à balle, hein, même pour le main event qui s'en vient. Et on est parti, allez, pour le titre masculin, le tout premier Crown Championship. Gunther en qualité de champion World Heavyweight fait face à Cody Rhodes en qualité de champion WWE indisputé. Alors le clip de feud, là aussi, il est très intéressant. Il y a déjà eu les petites interviews qui avaient été montrées plus tôt dans le show, mais là, le clip, t'as la voix de Triple H qui est reprise, je crois, de la conférence de presse qui s'est tenue un petit peu avant, où il a dit, imaginez si dans les années 70-80, on avait fait le champion de la WWF contre le champion NWA. Là, il a inventé des affiches, hein, il nous a fait des Harley Race contre des Bruno Sammartino, des Hulk Hogan contre des Ric Flair Prime. Il a pas fait, cependant, un Jinder Mahal contre Tyrus. EC3 n'a pas non plus été évoqué, mais bon, si tu devais faire des dream matchs comme ça, champion contre champion, bah oui, évidemment, hein, on ferait quoi? On ferait AEW contre WWE. Bon, voilà, c'est juste un champion WWE contre un autre champion WWE, mais j'avais l'impression, dans la manière dont le clip était fait, c'était limite first time ever, hein, alors que ça s'est déjà fait plein de fois. Bon, first time ever pour cette espèce de grosse ceinture là, qui est vraiment très grosse, et Gunther, sans artifice aucun, il fait son arrivée au ring, tout va bien. Bel accueil et belle entrée, évidemment, pour l'American Nightmare Cody Rhodes, qui est venu sans son masque, et ça me régale. Et les amis, on est parti pour 23 minutes d'un match de catch pur et technique,
On commence avec des gros basiques, hein, des bons colliers de tête, des torsions du bras, vraiment les bases de chez base, du catch dans la forme la plus pure de l'art, et le public de l'Arabie Saoudite, bah il était ravi. Ah bah c'est bien, c'est du bon vieux catch à l'ancienne. Le public il était tellement emballé qu'à un moment donné ils se sont mis à faire là-haut là, voilà, bah c'était le dernier match de la soirée, à un moment ils étaient peut-être plus concentrés, ils ont voulu se divertir eux-mêmes. Gunther il s'est même amusé à faire là-haut là avec eux, mais ça racontait un truc sympa. Alors il n'y a pas eu de ce qu'on appelle des body parts hein, dans le catch, il n'y a pas eu d'attaque ciblée sur la jambe, sur le bras, sur la tête, à l'ouette. Plutôt des bons échanges entre les deux, du à toi à moi, hein, une domination qui allait un peu plus en effet de Gunther pour permettre à Cody Rhodes de faire des comebacks, et il a des bons comebacks Cody Rhodes, ça vous le savez. Un Crossroads qui n'obtiendra qu'un compte de 2. Gunther, je peux pas vraiment dire c'est quoi son finish, il change toutes les semaines, donc bon, on n'est jamais vraiment habitué, mais il a sa slipper. Et à l'usure, la slipper, il commence à la tenter, à la passer, Cody Rhodes, il galère à chaque fois pour s'en sortir, et finalement, ouais, ils l'ont fait, hein, le finish qui m'oppresse énormément, vous le savez, hein, si vous me suivez sur cette chaîne, j'en peux plus les frères. Cody Rhodes, il va réussir à rouler en arrière pendant une slipper et à clouer les épaules de Gunther au sol pour un compte de 3. Gunther s'est fait avoir par sa propre prise, comme l'a fait il y a quelques semaines Katsuyori Shibata du côté d'All Elite Wrestling, comme l'avait fait Shayna Baszler contre Becky Lynch. Ça n'a plus du tout la même saveur des Roddy Piper contre Bret Hart. Mais cependant, je vais pas blâmer ce choix de finish parce que grâce à ça, bah ouais, Gunther quelque part reste fort. Et surtout, j'ai adoré l'aftermatch où Gunther il est legit piste d'avoir perdu à ce moment précis du match, il a des vrais gestes d'énervement, il tape dans les cordes, il est pas bien, Cody Rhodes il a bien conscience qu'il a eu un petit peu de bol sur ce coup-là, et à la fin du match, Gunther qui est pas construit comme un méchant un peu basique, qui est pas content, il va pas serrer la main et tout, non, il serre la main de Cody Rhodes, il reconnaît sa défaite, il sait que ça va lui permettre de revenir meilleur. La connerie, là voilà, là il l'a faite une fois, j'espère bien évidemment qu'il la refera plus jamais, hein, parce que Shayna Baszler, putain, elle l'a refaite cette connerie. Hein. Je vous rassure aussi de ce fait, il n'y a pas eu de Bill Goldberg, il n'y a pas eu de Spirou 2, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu d'overbooking, un bon match de catch, peut-être un peu décevant pour son finish qui pouvait paraître un peu anticlimatique, mais voilà, on s'est battu au final pour un titre qui va même pas revenir aux États-Unis, il va même pas passer par l'Europe, il va rester en Arabie Saoudite, hein, ils l'ont dit, voilà, l'année prochaine, vous aurez une bague, voilà, vous trimballez. Et c'était peut-être assez logique de donner cette bague à Cody Rhodes hein, pour l'inauguration. Et Gunther, hein, qui va avoir le choix entre 4 personnes à Monday Nitro, hein, qui vont devoir s'affronter dans un four-way pour déterminer un nouvel aspirant numéro 1, cette petite défaite va peut-être permettre à ses adversaires d'entrevoir une brèche. Et c'est pas non plus inintéressant d'avoir, à ce stade de la compétition, un champion top heel dominant, mais faillible, hein, qui est pas non plus le mec hyper parfait, tu vois, c'est bien qu'il ait des failles. Hein, ce qui nous tue pas nous rend meilleur, et Gunther, il reviendra encore plus fort après cette défaite. Rassurez-vous, il reste champion, et je pense qu'il le restera encore un petit moment. J'avais dit ça aussi pour Braun Breaker avec le titre intercontinental. Voilà, c'est tout pour moi, et je vais, avant de refermer cette review de Crown Jewel, que j'ai plutôt apprécié sur le coup, c'était pas si mal, je tenais à vous remercier pour encore une fois toute la force, toute l'énergie et tout l'amour que vous m'avez donné au courant de ces derniers jours si on s'est rencontrés en live du côté de Bangers on Wrestling. Je vous avais promis la sortie du PWI 250 féminin, mais ces derniers jours ont été tellement chargés que j'ai à peine réussi à avancer un peu plus le montage. Je vous rassure cependant, il est arrivé quasiment à son terme, hein, j'ai plus qu'à faire le montage sur les 50 derniers noms. Ça sortira au courant de cette semaine. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous donnerai la date. Je reste encore en stand-by hein, quant à la reprise des Raw Recap, SmackDown Recap pour le moment, ça va revenir à partir, je l'espère, de la semaine suivante. Et aussi, je l'ai promis, j'essaye de sortir avant la fin de l'année, 3CFM Invasion saison 2. Merci pour votre patience, merci pour votre soutien. On se retrouve aussi très vite en live sur Twitch parce que ça me manque. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et tout le monde, reste fort. C'était Stury, ciao, bye bye.